Donc, nous recevons aujourd'hui le professeur Jean Guilaine, qui est venu exprès de Carcassonne, son pays natal. Normalement, je devrais faire la présentation en occitan, vous diriez peut-être en patois, parce que Jean est très occitanophone. Vous trouverez des vidéos de lui sur Internet remarquables dans cette langue. Malheureusement, depuis fort longtemps, j'ai un peu perdu. On va commencer en français. Jean Guilaine est un des plus grands chercheurs préhistoriens spécialistes du néolithique, ce qu'il a enseigné pendant des années jusqu'en 2007 au Collège de France, merci, puisqu'il a été élu professeur au Collège de France et à l'Académie aussi, en institut, à l'EHESS, à l'École des hautes études en sciences sociales. Voilà. On a aussi comme point commun le doyen Godeschaux, Jacques Godeschaux, donc il a bien connu, et moi j'étais un de ses étudiants terrorisés à l'époque à l'université de Toulouse. Et donc, dans un de ses articles ou interviews, biographies, Jean Guilaine disait qu'il avait fait au fond le parcours inverse des néolithiques en allant, lui, de l'Est vers l'Ouest, alors que... De l'Ouest vers l'Est. Pardon, merci, vous me trouvez beaucoup. De l'Ouest vers l'Est, alors que les paysans de l'époque, il y a 10 000 ans, avaient fait le chemin inverse. Donc, parmi les nombreux livres de Jean Guilaine, vous avez Les Sentiers de la guerre, qu'il a écrit avec Jean Zabic, dont j'ai rendu compte dans Culture et conflit il y a un certain nombre d'années, puisqu'il a paru en 2001, je crois. Et puis le plus récent, que vous avez dans les bonnes librairies de Saint-Géron, Les néolithiques et nous, sommes-nous si différents, chez Odile Jacob, qui a paru très récemment, cette année, je crois. Donc, j'ai fait allusion à cette période du néolithique, il y a 10 000 ans, ce changement majeur dans l'histoire de l'humanité, dont Jean Guilaine va nous parler non seulement pour évidemment la France, l'Europe, mais l'ensemble de la Méditerranée. Donc je vais lui passer la parole et ce sera suivi d'un débat et nous devons donc rendre la salle à la municipalité de Saint-Géron en 22 heures. Voilà, ce qui permet de cadrer les débats. Merci beaucoup et donc la parole est à Jean Guilaine. Bon, merci d'abord pour M. Moune et vous-même pour votre sympathique invitation. Bien, alors je vais vous parler du néolithique de la Méditerranée, c'est-à-dire en gros, disons, pour faire bref, 4000 km du Levant jusqu'au Portugal et entre 8000 et 2000 avant notre ère et 6 millénaires pratiquement. Tout ça en 1 heure. Alors inutile de vous dire que les images vont défiler, bien entendu. Alors d'abord, quand même, il s'agit de poser un problème beaucoup plus général. Si on estime, très grosso modo, que l'espèce humaine a, disons, 3 millions d'années, on peut discuter les chiffres, peu importe. Pendant l'essentiel de cette très longue période, l'homme est resté un prédateur. C'est-à-dire il a vécu sur la nature, ce que la nature lui offrait par la chasse, la pêche, la collecte. Et ce n'est qu'il y a, grosso modo, 10 000 ans, 12 000, 10 000 ans, qu'il a changé complètement sa façon de vivre et qu'il est devenu un agriculteur et un éleveur, un agro-pasteur. Vous allez me dire, 10 000 ans, c'est beaucoup. Non, à l'échelle de l'évolution, c'est avant-hier, 10 000 ans. Et alors, ce changement, il a opéré dans un certain nombre de points, de laboratoires dans le monde où il a domestiqué les plantes et les animaux. C'est-à-dire, il est devenu le maître du vivant, des espèces vivantes, végétales et animales. Vous avez là les points principaux où cette métamorphose s'est opérée. C'est-à-dire que ça ne pouvait se faire que dans des endroits où il y avait des plantes ou des animaux potentiellement domesticables. Alors vous avez, qui nous intéresse directement, le Proche-Orient, pour le blé et l'orge, vous avez pour le riz la Chine, vous avez pour le maïs le Mexique, la pomme de terre dans les Andes, etc. Voyez ? Et les dates que vous avez sont les dates approximative de la domestication dans ces zones-là. Et vous vous rendez compte que c'est le Proche-Orient qui, autour de 9000, 8000, a donné lieu aux domestications les plus anciennes connues. Les plus anciennes connues en l'état de la recherche.
il n'est pas sûr que, évidemment, vers la même époque, la Chine notamment n'ait pratiqué des phénomènes de domestication. Mais les recherches qui sont très actives actuellement en Chine, pendant longtemps, étaient un peu à la traîne et donc on a moins de données. Alors, on va rester sur le Proche-Orient, qui nous intéresse directement, parce que, comme vous voyez les flèches, c'est à partir du Proche-Orient que s'est effectuée la néolithisation, c'est-à-dire la conversion à l'agriculture et à l'élevage des terres de la Méditerranée. Alors, tout commence aux environs entre 13 000, grosso modo, et 10 000 avant notre ère, où l'on voit des chasseurs-cueilleurs qui commencent à se sédentariser, à voir les premières tentatives de fixation au sol, c'est-à-dire qui ont tendance à abandonner la mobilité pour se fixer dans les zones où il y a suffisamment de nourriture par la chasse, la pêche, le ramassage, la collecte, etc., pour ne pas avoir à se déplacer. Et je vous montre là deux vues de ces premières habitations. Évidemment, de ces habitations, nous n'avons que les parties inférieures, que les soubassements. Toute la partie supérieure a disparu, bien entendu. Et alors, ça, c'est le site natoufien de Malaa, en Israël, fouillé par Perrault et puis par François Ballat, où vous voyez ces premières maisons, qui sont des maisons demi-circulaires ou circulaires, c'est-à-dire que les premières maisons en dur qui ont été fabriquées par ces gens-là répliquaient d'une certaine façon la tente circulaire des chasseurs-cueilleurs, la demeure traditionnelle des chasseurs-cueilleurs. On est là donc chez des chasseurs-cueilleurs qui se sédentarisent entre 13 000 et 10 000. À partir de 10 000, on passe dans ce qu'on appelle, dans notre jargon d'archéologue, le néolithique pré-céramique. Pré-céramique parce qu'il n'y a pas de récipient modelé, n'est-ce pas? Donc, il n'y a que des outres de cuir ou des vases de pierre. Et ces maisons, dans la tradition de la période précédente, sont toujours des maisons circulaires. Vous voyez? En voici d'autres. On appelle ça, nous, le PPNA, le néolithique pré-céramique A. Alors, cette période est intéressante parce que c'est la période, la chasse continue, la collecte continue, mais c'est la période au cours de laquelle les gens vont commencer de s'intéresser vraiment aux céréales. Et très vite, ils essaient de supplanter la nature, parce que dans les céréales qui se reproduisent à l'état naturel, dans ces régions, vous avez les coups de vent qui font tomber les épis se plantent, et puis ça regerme à partir de là. Autrement dit, la nature fait seule le travail. Et l'homme se substitue à la nature et se met à planter des céréales. Mais le fait qu'il plante des céréales, les céréales poussent évidemment, ça ne lui donne pas forcément aux graines de blé ou d'orge, n'est-ce pas, une forme domestique. Autrement dit, si vous plantez du sauvage, vous récoltez du sauvage. Bon. Et ça n'est que progressivement, par un système, si vous voulez, de sélection des grains qui étaient plus dodus, plus costauds, etc., que l'homme, petit à petit, on le voit dans les déterminations des fouilles, est passé en quelque sorte d'une culture sauvage à une culture de plantes qui, petit à petit, atteignent une morphologie différente, domestique. C'est pour ça que cette période-là, les botanistes, c'est une période intermédiaire, si vous voulez, l'appellent la période de l'agriculture pré-domestique, parce que les plantes sont cultivées, mais elles ne sont pas encore, elles n'ont pas atteint la morphologie domestique. Et c'est quelque chose d'intéressant aussi, cette période-là, qui se situe en gros entre 10 000 et 8 700 avant notre ère au Proche-Orient. Parce qu'on voit apparaître dans ces villages des bâtiments comme celui-ci en Turquie, celui-ci en Syrie, qui sont de grands bâtiments et qui ne sont pas des résidences, qui ne sont pas des maisons particulières, si vous voulez. C'est-à-dire que dans ces villages, il y a en même temps des sortes de bâtiments communautaires qui sont des lieux de réunion, qui sont des lieux où peut-être se pratiquent certaines cérémonies, qui peuvent être aussi des sortes de greniers collectifs. C'est le cas notamment à Gerfel-Amar, où ce bâtiment est découpé intérieurement, et on pense qu'il s'agissait, chaque cellule était une sorte de silo, si vous voulez, et donc il y avait peut-être une organisation qui faisait qu'il y avait mis en commun certaines récoltes. On voit aussi apparaître des monuments, à cette époque-là,
voyez, ces villages les habitants de ces villages prennent conscience que le village, c'est vraiment le lieu de vie commun et qu'il faut faire, on dirait aujourd'hui, il faut faire nation un peu, donc, vous voyez. Et donc, ils construisent des bâtiments publics qui sont en même temps des bâtiments identitaires, mais qui donnent une certaine personnalité à leur agglomération. Et c'est le cas notamment de cette fameuse tour de Jéricho. Alors c'est un monument qui fait 9 mètres de haut, presque autant de diamètre. Toute la partie supérieure manque, elle a été érodée, bien entendu. On ne sait pas trop ce que c'est. Il y a un escalier interne. Est-ce que c'était un temple? Est-ce que c'était... on ne sait pas trop. On ne sait pas trop. On appelle ça des bâtiments communautaires, mais on est un peu gêné pour donner une explication. Et dans la même veine, on prend un exemple maintenant en Turquie, les fameux monuments de Göbekli, qui est une colline pas très loin d'Urfa, qui sont toujours des monuments circulaires, mais qui intègrent dans les murs et au milieu des sortes de piliers mégalithiques, voilà, et ben, avec dessus des représentations d'animaux souvent. Et souvent des animaux, évidemment, on est encore, vous voyez, on chasse encore. On essaie de cultiver, mais on chasse encore. Alors, ça peut être des fauves, comme vous le voyez, ça peut être un renard, comme c'est le cas ici, ça peut être des scorpions, des serpents, qui sont toujours des animaux un peu dangereux, si vous voulez. Donc, on se pose la question de savoir si en réalité, ça n'a pas peut-être à la fois un côté totémique, mais en même temps peut-être le fait que l'homme essaie de domestiquer la nature sauvage en la matérialisant sur la pierre. C'est une hypothèse et rien de plus, bien entendu. Mais en même temps, il commence vraiment à se représenter. Alors, il se représente. Alors, vous avez ici une espèce de totem qui vient de Göbekli. Alors, il est un peu abîmé. Vous avez la tête d'un personnage qui tenait entre ses mains la tête d'un second personnage, et vous en avez un troisième ici. Et puis, ces deux statues, celle-là vient de la région d'Urfa, de Yenimaale, et celle-là vient d'un site aussi intéressant que celui de Göbekli, qui est actuellement fouillé par une équipe turque qui s'appelle Karahan Tepe. Et vous voyez, ces grands personnages, c'est les statues. Hein. Celle-là, elle fait 2 mètres de haut, c'est les statues, personnages masculins qui montrent leur sexe. Alors, je n'insiste pas sur l'histoire, j'en ai parlé de l'agriculture. J'ai mis pour la forme ce truc-là qui n'a rien à voir. Je vous ai mis des céréales. Mais évidemment, avec les systèmes de flottation, ça nous permet de récupérer les graines de blé. Vous avez ici des graines de blé grossies qui sont évidemment souvent calcinées, mais la coque, l'enveloppe a résisté. Ce qui nous permet de les trouver, de les déterminer, de voir si c'est du sauvage, si c'est domestique, ou si c'est entre les deux, bien entendu. Bon, voilà. À partir de 8700 et jusqu'à 7000, grosso modo, on entre toujours dans ce néolithique précéramique, dans une nouvelle phase qu'on appelle le précéramique B, le PPNB. Et alors que le PPNA était limité à la zone d'Israël et un petit peu à la zone de la Turquie, à la Syrie et à la Turquie du sud-est, on voit tout de suite une extension qui se produit. Ce sont toujours des néolithiques précéramiques, mais vous voyez maintenant, ils se sont installés dans une partie du plateau anatolien. On les a ici en Israël, en Syrie, etc. Alors, ce qui est en rouge, en réalité, c'est les zones où on peut pratiquer l'agriculture. Parce que là, maintenant, avec cette période-là, on arrive à la phase où les céréales sont pleinement domestiques. Et dans les zones où on ne peut pas cultiver pour des raisons d'aridité, comme c'est le cas ici, là on fait du pastoralisme. Et puis il y a certaines zones ici où on reste complètement mobile encore, autrement dit, on pratique de la prédation, mais avec une industrie, une culture qui est la culture du PPNB. Et dans tout cet espace, en même temps, il y a beaucoup de contacts. Et ces contacts, ça peut être de la circulation de l'obsidienne, c'est-à-dire cette roche noire, volcanique, qui vient souvent de Cappadoce, ici, et qui circule jusqu'au sud du Proche-Orient. Et vous avez également des zones d'obsidienne dans la région du lac de Van, qui également arrivent dans ces régions. En même temps, on a tendance globalement à abandonner les fameuses maisons circulaires que vous avez vues jusqu'à présent pour laisser place à des maisons qui sont maintenant quadrangulaires ou rectangulaires,
Alors, c'est le cas ici à Gerfes-la-Mare, où vous avez déjà des maisons rectangulaires, mais le bâtiment communautaire est encore rond. Vous voyez? Ici, vous avez les maisons de Tchayonou. Alors, ce que vous voyez là, c'est les sous-bassements. Hein. Autrement dit, c'est les sous-bassements. Là-dessus, il y avait un plancher, bien entendu, et puis les maisons étaient en hauteur. Et là, vous avez, j'ai pris l'exemple de la fouille de Moulist à Aloula, en Syrie, où vous avez des maisons qui, elles, sont soit en briques déjà, soit à ce qu'on appelle de la terre à bâtir, c'est-à-dire au fond une espèce de boue. Et comme je le disais il y a un instant, ça circule largement. Autrement dit, il y a un grand chercheur israélien récemment disparu, Ofer Bar-Yosef, qui parle de la koiné PPNB, c'est-à-dire tout ce grand espace coloré que vous avez vu il y a un instant. Alors circule évidemment l'obsidienne de Cappadoce, ou ces objets, ces récipients, qui peuvent être en marbre, ou ces bracelets. Autrement dit, il y a des échanges. Et les échanges portent surtout, essentiellement, pas sur de l'économie, mais sur des objets de prestige, des objets de valeur qui circulent. En même temps, c'est le PPNB le moment où se produit définitivement la domestication des animaux. Et les animaux à viande et à lait, pour certains aussi, qui sont domestiqués, sont d'une part le mouflon qui va donner le mouton, là vous avez les espèces sauvages, l'égagre qui va donner la chèvre, le sanglier qui donnera le porc, et le roc qui donnera le bœuf. Bon. Donc on a tout un système. L'homme désormais sait faire reproduire les animaux, il se constitue des troupeaux, et il a définitivement des céréales qui sont devenues domestiques. Donc on est dans un monde qui est devenu, dans le courant du 8e millénaire, totalement agricole. On a des données, et les sépultures, généralement, à cette époque-là, sont des sépultures individuelles. Mais de temps en temps, c'est le cas par exemple à Tchayonou, dans le school building, là, où vous avez les regroupements d'os et d'os longs ou de crânes dans certains secteurs qui donnent l'impression d'avoir affaire à vraiment une sépulture collective ou un lieu dans lequel on a regroupé, si vous voulez, des ossements divers. Et l'exemple que je vous ai pris à côté, là, je l'ai pris à Aloula, c'est que vous avez quelques sépultures individuelles. Voilà, vous avez un crâne là, et vous avez, avec ce crâne, un pendentif qui est en cuivre. Et dans notre tombe d'Aloula, vous avez déjà des objets de cuivre. Donc, l'homme ne connaît pas encore la poterie au Proche-Orient, mais il connaît déjà le travail du métal. C'est du cuivre natif, hein. Autrement dit, il est peu chauffé et il est martelé, essentiellement. Et la céramique, elle n'apparaît au Proche-Orient qu'après 7000. Et même ici, on est en Israël. J'ai pris un village du 7e millénaire, les premiers villages dans lesquels apparaît la céramique, le village de Charagolan, vous voyez, bon, et voilà la céramique qui apparaît vers 6500 avant notre ère, alors qu'elle est un peu plus ancienne, autour de 7000, dans la région de l'Euphrate. Alors, je fais une parenthèse là, pour vous dire qu'effectivement, ça peut vous surprendre ici, au Paléolithique, au Mésolithique, il n'y a pas de céramique. Quand la céramique apparaît, elle apparaît avec le néolithique, c'est-à-dire elle arrive du Proche-Orient avec toutes les recettes du néolithique. Mais déjà, dans certaines régions du monde, les chasseurs-cueilleurs avaient inventé la céramique. Alors vous voyez la bizarrerie. Au Proche-Orient, un néolithique qui n'a pas la céramique, et dans d'autres endroits du monde, on a des chasseurs-cueilleurs beaucoup plus anciens qui déjà la connaissent. Donc il faut avoir ces problèmes en tête, bien entendu. Alors, vous avez les plus anciennes, sont celles du Proche-Orient, Chine, Japon, Sibérie orientale. On a des dates pour la céramique autour de 15 000 et même plus. Voyez, vous avez le cas de l'Afrique, où on a des céramiques qui apparaissent dans toute la zone saharienne autour de 9000 avant notre ère, à peu près. Et vous avez le cas également de l'Amérique, où les plus anciennes céramiques sont au Brésil, Teperina, Peira Pintada, au Brésil. Et là, on est autour de 6000 avant notre ère, à peu près. Bien. Alors, on va laisser le Proche-Orient et on va aller en Méditerranée. On va aller d'abord à Chypre. Alors, à Chypre, il y a des chasseurs-cueilleurs déjà, qui ont des pirogues et qui sont passés à Chypre autour de 11 000 avant notre ère. Mais on les a très peu fouillés, on les connaît très mal. On commence à connaître vraiment le néolithique dès le PPNA, c'est-à-dire la phase de l'agriculture pré-domestique. Alors là, vous voyez, c'est notre équipe là qui est en train de fouiller
toute une série de cabanes qui sont des cabanes creusées dans les talus, et puis ensuite avec un mur périphérique qui est un mur en terre, ce qu'on appelle la terre à bâtir, c'est-à-dire une espèce de bauge. Alors, vous voyez, ces maisons sont circulaires, et puis souvent elles sont emboîtées les unes dans les autres, c'est-à-dire qu'on abandonne une maison, et puis on en refait une autre dessus, ou par côté, c'est-à-dire qu'elles se recoupent. Et vous voyez, en fouille, ça donne ça. Autrement dit, vous voyez, là vous en avez une, là vous en avez une autre qui est recoupée par celle-là, et ainsi de suite. Et à Chypre même, dans nos fouilles du PPNA, là on est autour de 8008 avant notre ère. On a fouillé un grand bâtiment communautaire que vous avez ici, qui fait 10 mètres de diamètre, ce qui pose le problème qui n'est pas résolu de sa couverture, parce qu'évidemment, il faut le couvrir, tout ça. Et là, vous avez une espèce tout autour de caniveau, et dans ce caniveau, c'est conservé en partie, il y avait un mur de terre qui s'élevait à une certaine hauteur. Les parties supérieures devaient être en bois et en matériaux périssables, bien entendu. Alors, ces gens-là, à Chypre, PPNA, sont toujours des chasseurs. Ils chassent un sanglier, qui est la seule espèce qui existe à ce moment-là, pratiquement, de quelque importance sur l'île. Vous avez là les pointes de javelots. Je vous ai dit, on est vers 8008, qui servaient à chasser ces sangliers. Et puis, on commence à importer du continent, parce qu'à Chypre, il n'y a pas de néolithisation sur place. Les recettes de l'agriculture ont été inventées sur le continent. Les types ont pris la mer, ils sont venus s'installer à Chypre, et ils ont apporté les premières recettes de l'agriculture. Dans la phase suivante, à Chypre, dans le courant du 8e millénaire, sur un site qui s'appelle Chirokambos, on a des maisons qui sont toujours des maisons en matériaux périssables, et puis on a déjà de grands enclos, qui étaient certainement des enclos à bestiaux, et là, on a les premiers animaux domestiques qui ont été introduits sur l'île. La chèvre, le porc, le mouton le sera un peu plus tard. Et curieusement, Chypre, c'est intéressant parce que au 7e millénaire, quand au Proche-Orient, on commence à connaître la poterie, Chypre refuse la poterie. Pendant quelque temps, ils ne veulent pas entendre parler de la poterie. Et en plus, au lieu de passer aux maisons quadrangulaires, ils conservent des maisons circulaires. Ce qui est le cas sur le site de Kilokitia. Si vous avez visité Chypre en général, c'est une des destinations, qui est un village du 7e millénaire, vous voyez, avec des maisons, toujours des maisons rondes. Et vous avez ici, reconstitué par le service des antiquités de Chypre, comment se présentaient ces maisons. Parce que là, je vous l'ai dit, on n'a que les soubassements. Mais en réalité, ces maisons étaient crépies, les toits étaient plats. Vous voyez, bon, c'est des maisons qui peuvent très bien se comparer à certaines maisons du Moyen-Âge. Cessez, j'aurais dû le dire au début, ça, cessez d'avoir de ces périodes de la préhistoire une image misérabiliste. Hein. Bon, c'est fini tout ça. Hein. Bon. Alors, à Chypre, donc, on ne connaît pas la céramique, elle n'arrivera qu'au 5e millénaire avant notre ère. Mais on connaît toujours des vases de pierre, hein, comme vous avez ici, vous voyez, cette espèce de bol, ce vase à pied, là, cette espèce de plat. Et puis alors, deux découvertes de notre équipe à Chypre, c'est qu'on a trouvé une figurine dans un niveau autour de 8000 avant notre ère, qui représentait probablement une tête de chat. Et puis on a trouvé le plus ancien, actuellement connu, hein, bon, la plus ancienne trace d'un chat probablement domestique. Vous avez ici, vous avez une sorte de reconstitution ici. Dans une fosse, il y avait un personnage en accroupi, et puis devant, vous aviez un squelette de chat, un chat qui avait 7 ou 8 mois peut-être, qui était adulte déjà. Bien. Et autre chose intéressante à Chypre, c'est qu'à Chypre, il n'y a pas d'eau, même aujourd'hui. Hein, autrement dit, c'est une terre très aride. De sorte que les néolithiques, pour avoir de l'eau et pour nourrir leurs bêtes, leurs troupeaux, ont été obligés de creuser des puits, n'est-ce pas, plus ou moins profonds. Alors là, vous en avez quelques-uns, l'embouchure, et puis là, vous avez un puits vu de l'intérieur, qui sont des puits qui descendaient à 5-6 mètres de profondeur pour atteindre les nappes phréatiques et se procurer de l'eau. Et dans nos collègues anglais ont fouillé un site un peu plus loin, de la même époque, où vous avez un puits qui descend à 13 mètres de profondeur. Ils ne sont pas larges, ces puits, et c'est coton à fouiller. Parce que vous mettez quelqu'un, on fouille par moitié,
voyez, ils sont larges comme ça, on fouille par moitié pour pouvoir lever la coupe, puis on descend, on recommence, ainsi de suite. Puis vous descendez. Bon, alors on a vu le Proche-Orient, on a vu Chypre. Comment maintenant ces premiers paysans vont filer vers l'ouest, vont faire la conquête de l'ouest? Eh bien, ils vont la faire de deux façons, à travers l'Europe, soit à travers l'Europe, c'est-à-dire la progression continentale, soit par la navigation ou par les zones côtières, la conquête de la Méditerranée. Alors, je vous mets ici, grosso modo, une carte qui vous montre les principales grandes cultures des débuts du néolithique de la Méditerranée. Ici, la zone fondatrice, le PPNB donc, qui est celui au cours desquels on connaît définitivement l'agriculture et l'élevage. Ici, le néolithique anatolien. Ici, le néolithique grec, Proto-Sesclo. Ici, tout en Méditerranée à l'ouest, la zone céramique à impression, sur lesquelles je reviendrai. Alors, on sort du Proche-Orient. Passons à l'Anatolie d'abord. À l'Anatolie, c'est-à-dire en Turquie actuelle, vous avez des sites avec des villages à maisons, disons, agglomérées. Vous voyez, ce sont des maisons qui sont en briques ou en terre, qui sont quadrangulaires, qui sont collées les unes contre les autres. On est là sur un site du 8e millénaire, donc là encore pré-céramique. Oui, bon. Et puis, au stade suivant, au 7e millénaire, on a un autre site bien connu, dont vous avez ici une reconstitution un peu schématique d'un quartier, bien entendu, qui est le site de Çatalhöyük. Et ce site de Çatalhöyük, vous voyez, vous avez toujours ce modèle des maisons qui sont coincées les unes par les autres, avec des ouvertures, souvent une circulation qui se faisait par les toits. Et dans ce site de Çatalhöyük, notamment, il est connu pour ses fresques. Vous voyez, la reconstitution d'un intérieur de maisons néolithiques de Çatalhöyük. Ces fresques peintes, et puis souvent par toute une série de bucranes, c'est-à-dire des cornes de bovins, de bovidés, je sais pas, qui étaient installées dans ces maisons. On a beaucoup fantasmé sur la signification de ces bucranes. Certains y ont vu une espèce de symbolique de la masculinité, de la force, de la puissance. Mais Testard, notamment, faisait remarquer récemment, il y a quelque temps, qu'il s'agissait, par comparaison ethnographique, il s'agissait probablement de restes de bovins qui ont été tués soit à la chasse, soit des bovins élevés, et que ces bovins ont donné lieu à des sortes de sacrifices suivis de festins, au cours desquels on invitait les amis, les gens alentours, et que ces bucranes, ensuite, ces cornes, étaient conservées pour légitimer, en quelque sorte, c'était un plus, si vous voulez, l'histoire de la famille, que cette famille avait la capacité d'inviter, etc. Et puis, alors, toujours pour rester sur Çatalhöyük, on ne peut pas ne pas parler de la plus connue des figurines néolithiques de Çatalhöyük. Vous voyez, c'est un personnage obèse. On dit, ça a été discuté quand même, qu'elle est en train d'accoucher, puisque vous avez la tête du nouveau-né qui apparaît là. Et vous voyez, elle trône, elle s'appuie sur deux félins. Alors, on y a vu, et ça c'est une idée qui est assez intéressante, une métaphore de la domestication, de la néotisation. C'est-à-dire la femme, c'est-à-dire l'espèce humaine, domine en quelque sorte l'animalité sauvage. Vous voyez ? Alors, voilà ces paysans qui s'en vont vers l'ouest. Ils sont sur le plateau anatolien. Mais ils passent aussi par la mer, par la Méditerranée. Alors, évidemment, ils ont des bateaux. On ne les connaît pas, les bateaux, très peu. Vous avez ici trouvé, dans un site du néolithique ancien, dans la région de Rome, des maquettes de barques de l'époque. Et dans ce même site, le site de la Marmota, on a trouvé des pirogues qui font une dizaine de mètres de long et qui étaient déjà probablement des pirogues utilisées par les néolithiques, datées du néolithique ancien. Et ce que vous avez ici, là, c'est des collègues d'Europe centrale qui, il y a quelques années, ont voulu démontrer que les néolithiques pouvaient facilement circuler par mer. Alors, ils ont abattu des arbres, ils les ont, à l'arche de pierre, évidemment, excavés, ils ont fait ce qu'on appelle des pirogues monoxyles. Vous voyez, et donc ça, et là, avec des rames,
Ils ont circulé, ils n'ont pas tout fait d'un seul coup. Et une année, ils sont allés du Proche-Orient en Turquie, l'année d'après de la Turquie en Grèce, etc. Mais en fait, comme ça, ils ont démontré que ces paysans néolithiques pouvaient se déplacer par mer. Et alors, s'agissant maintenant, on va passer vers la Grèce, de la néolithisation de la Grèce, vous avez deux voies. Vous avez la voie par le pont anatolien, si vous voulez, qui permet de passer en Grèce et dans les Balkans, et qui est une voie, en quelque sorte, où, elle est figurée en rouge là, les gens connaissent déjà la céramique. Mais la première qui passe en bas est encore pré-céramique. Et les gens qui viennent notamment s'installer en Crète, sur le site antique de Knossos, à la base, vous avez une occupation des débuts du néolithique. Et cette occupation, elle est encore pré-céramique. On est vers 6800 avant notre ère. Mais dans la partie qui permet de passer au nord, très vite, on a des villages qui s'installent, néolithiques, et souvent très denses. Et ces paysans s'installent dans les plaines, évidemment, c'est-à-dire dans les endroits cultivables. Ils laissent de côté la montagne, ou alors ils l'utilisent pour le pastoralisme, la montagne. Et voilà, par exemple, j'ai pris l'exemple d'un village néolithique ancien de Grèce, Sesklo. Et vous voyez déjà, ce village, il est entouré par une fortification, et puis il n'obéit plus au modèle qu'on a vu en Anatolie, c'est-à-dire il n'y a plus ces maisons agglomérées, coincées les unes contre les autres. Vous voyez, c'est beaucoup plus lâche comme organisation. Et là, vous avez une petite maquette. Ça nous aide beaucoup souvent, les maquettes. Et autrement dit, on a des représentations miniatures, évidemment, de la réalité. Et ces gens-là, ils arrivent avec la céramique, mais c'est plus la même céramique qu'au Proche-Orient. Alors là, je fais une petite digression. Il faut savoir que la céramique, on en fabrique, mais on en casse beaucoup. On en casse, on en refait, on en casse, on en refait, on en refait. Et au fil du temps, des siècles, les codes, en quelque sorte, des formes de la céramique, des décors, etc., changent en fonction des générations. De sorte que pour nous, c'est un fossile extraordinaire, la céramique. Parce que vous nous apportez une céramique décorée de telle façon, de telle forme, vous savez tout de suite dans quelle période vous êtes. Oui. Et là, les premières céramiques qui apparaissent en Turquie d'Europe et en Grèce sont des vases, vous le voyez, des petits vases à pied, la plupart du temps, et qui ne sont pas décorés. Autrement dit, c'est du monochrome. On appelle ça dans notre jargon le proto-sesklo. Vous voyez? Alors, qu'est-ce qu'on voit aussi apparaître dans le néolithique de Grèce? Des choses qui rappellent l'Anatolie, parce que leur origine est anatolienne au départ. Ils sont passés de l'autre côté du Bosphore. Bon, alors vous avez des espèces on appelle ça des pintadera. Je ne sais pas trop ce que c'est. Ces espèces de seaux, peut-être de sortes de, je sais pas moi, de tampons noirs, peut-être pour colorer les vêtements, on ne sait pas trop. Et puis les figurines. Les figurines, on en a vu une déjà en Anatolie, il y en a beaucoup, hein, enfin, et il y en a beaucoup en Grèce. Souvent en Grèce d'ailleurs, ce sont des femmes qui ramènent leurs bras sur la poitrine, sur les seins. Oui. J'en ai beaucoup publié dans mon bouquin Femme d'hier. Bien. Alors là, on est en Grèce. Maintenant, on va passer un peu plus à l'ouest. Et alors là, je vous montre un site sur lequel on a travaillé également, qui est intéressant. C'est le site de Sidari, qui est dans l'île de Corfou, à l'ouest de la Grèce. Et il y avait déjà un Grec qui avait travaillé dans cette région, dans cette zone-là. Mais depuis, la mer a gagné, vous voyez, la ligne de rivage en 1966 où elle était. Maintenant, elle est là. Et là, d'ailleurs, il y a un hôtel qui avait tendance à s'étaler un petit peu, et cet hôtel est arrivé presque juste sur la falaise. Et on a fouillé, etc. Et alors, là, je n'insiste pas trop. Voilà, la stratigraphie, c'est très compliqué, mais ce que vous pouvez voir, c'est qu'on assiste sur ce site au passage des néolithiques anciens grecs avec la céramique lisse que vous avez vu il y a un moment, aux céramiques imprimées qui vont caractériser le néolithique de toute la Méditerranée occidentale. Alors, cette céramique, elle apparaît en céramique imprimée. Vous voyez, au fur et à mesure que les gens changent, les styles changent de céramique. Alors, le premier néolithique d'Italie du Sud, que voilà, se caractérise par des céramiques à impression. Oui, c'est pas terrible, hein, c'est des vases en forme de pot de fleurs, je sais pas, à fond plat ou à fond avec un léger piédestal, et avec, vous voyez, des impressions, souvent désordonnées, qui les caractérisent.
Ces premiers paysans qui s'installent en Italie du Sud aussi, souvent, ils enserrent leur village par de grands fossés. Fossés de protection, on a dit que c'était aussi des fossés de drainage. C'est intéressant pour nous, ces fossés. Parce que quand ils s'en servaient comme poubelle aussi, ils balançaient les trucs dessus. Ça fait que quand vous fouillez ces fossés, vous avez une stratigraphie documentaire qui vous permet en quelque sorte d'avoir les diverses époques de fréquentation. Alors, voilà par exemple un de ces fossés de la région, avec une entrée ici, de la région de Matera, en Italie du Sud. À l'intérieur de ces grands ensembles ceinturés, vous avez des petits fossés qui font une dizaine de mètres de diamètre ou une quinzaine, comme celui-là, et on pense que ces petits fossés internes enserraient à leur tour une habitation qui devait se trouver dans la partie centrale. Et puis vous avez aussi de grands enclos, ça c'est ma fouille de Trasano, c'est à côté de Matera, c'est une espèce de grands enclos de pierre qui datent autour de 6000, 5600 avant notre ère, qui sont probablement des grands parcs à bestiaux. Alors il faut les construire avec des blocs énormes, ces trucs. Ce qui prouve quand même que l'élevage constituait un capital, c'est-à-dire un capital économique important. Des maisons de ces premiers néolithiques d'Italie du Sud. À partir des fouilles de Tinée à Passo di Corvo, on a fait une sorte de restitution. Vous avez ici un de ces petits fossés internes, et vous avez ici l'habitation qui est en bois et en torchis. Souvent, dans ces habitations, il ne reste rien. Il reste les trous de poteaux. Mais avec les trous de poteaux, on arrive à reconstituer le plan exact de la maison. Donc vous avez une maison, vous avez ici les sous, les endroits où on parquait les animaux, vous avez les gerbiers, vous avez le puits, toujours nécessaire évidemment, pour l'eau. Voilà un peu comment se présentaient ces maisons du néolithique. Et en bas, c'est un exemple un peu plus récent, qui est français, lui. C'est la fouille de Biching à Lalo, dans la Drôme, où vous avez une maison autour de 5000 avant notre ère, à peu près, qui a pu être reconstituée, vous voyez, avec des murs en torchis, un toit de chaume, etc. Évidemment, quand ces gens arrivent dans la région, ils arrivent avec, ils savent faire la poterie, ils ont des graines de céréales qui vont semer, ils ont des animaux domestiques, mais il y avait du monde ici. Il y avait des chasseurs-cueilleurs, évidemment. Il y avait les descendants des chasseurs du Paléolithique supérieur, puis du Mésolithique. Vous avez les derniers Mésolithiques. Et ces chasseurs, c'était des gens qui vivaient de chasse aux sangliers, aux cerfs, aux chevreuils, qui ramassaient des escargots pour manger, qui ramassaient des baies, des fruits, des choses sauvages, bien entendu. Et alors, ces chasseurs, qui souvent d'ailleurs se baladaient entre grottes et abris, j'ai pris l'exemple de Châteauneuf-les-Martigues, qui est un site des Bouches-du-Rhône, à côté de Martigues, et qui a donné une industrie tout à fait caractéristique de ces derniers chasseurs-cueilleurs d'Occident, qu'on appelle le Castelnovien, précisément à partir du terme de Châteauneuf. Et ensuite, vous avez des colliers, ici, vous voyez, qui sont des colliers de colombelles, de coquillages. D'ailleurs, une façon de se parer qui subsistera localement chez les populations du néolithique. On ne les connaît pas bien, ces mésolithiques finaux, c'est-à-dire ces derniers chasseurs-cueilleurs. On ne les connaît pas bien anthropologiquement. On n'a pas fouillé beaucoup de sépultures. Alors j'ai pris un exemple espagnol ici, qui est l'exemple de le Cingle del Masnou, où vous avez les restes d'une sépulture, vous avez un sujet, c'est le dernier sujet enterré dans cette fosse. En réalité, là, vous avez 4 ou 5 sujets, autrement dit. On a d'abord enterré, puis ensuite on a poussé, on a réenterré, etc. On a réduit. Et le bonhomme que vous avez ici, c'est le dernier enterré, bien entendu. Alors les gens qui vont arriver en Occident, à partir de l'Italie du Sud maintenant, eux non plus, on ne les connaît pas trop. Ils sont caractérisés, on va passer à la suivante. Voilà, vous voyez, ils partent de l'Italie du Sud et ils arrivent dans nos régions. Vous voyez, on ne connaît pas beaucoup de sites. Hein. Vous avez les points rouges ici, beaucoup de sites. Ils se caractérisent par une céramique à impression qui est très influencée par l'Italie du Sud, vous voyez, très, très particulière, et autour de 5800, 5500 avant notre ère. Voilà les premiers paysans qui sont venus s'installer sur nos côtes de Provence et du Languedoc.
voyez, ils avaient ce type de céramique, ils avaient encore des pointes de flèches tranchantes dans la tradition mésolithique. C'est eux qui ont apporté ici l'agriculture et l'élevage. Alors, ils sont relayés entre 5500 et 5000 avant notre ère par les gens qu'on appelle les gens du cardial. Alors, cardial, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que ces gens décorent leur céramique avec une coquille, un coquillage, le cardium de la Méditerranée, et ils en font des sortes de motifs, vous voyez, de bandes décorées comme ceci. C'est souvent très joli, hein. Les plus beaux sites sont en Espagne, d'ailleurs. Évidemment, ces gens-là, ils ont des haches polies, c'est-à-dire des objets. C'est un peu l'outil du bûcheron et du menuisier, la hache polie au néolithique. Elle est emmanchée dans une gaine, on a un manche de bois, et ça sert à déforester, ou ça sert à travailler le bois. Ils ont toujours des armatures de flèches, ils ont de longs couteaux de silex, qui sont des couteaux qui servent à moissonner, à couper les épis, et puis ils ont tout un outillage en os, de cuillers, de spatules, de poinçons, etc. Ces gens-là cultivent, mais dans les endroits, je vous disais, oui, en Occident, ils ne peuvent pas cultiver, dans les endroits de terre plus réfractaires, ils s'adonnent au pastoralisme. Autrement dit, ils s'adaptent aux conditions écologiques du secteur. Alors là, j'ai pris un exemple qui est une de mes fouilles aussi. L'abri de fond juvénal, c'est dans l'Aude, hein. C'est un peu au nord de Carcassonne, qui est un abri. Il y a un grand abri sous roche. Et là, on a une stratigraphie qui fait 7 mètres de haut. C'est intéressant là pour nous parce qu'on a le néolithique ancien, le néolithique moyen, le néolithique supérieur, l'âge du bronze, etc. Et on voit surtout la façon dont l'homme a modifié son milieu au fur et à mesure. C'est-à-dire que quand les premiers arrivent tout à fait en bas de la coupe, ces types arrivent, ils ont leur troupeau, ils peuvent cultiver, mais ils se trouvent devant une forêt de chênes. Qu'est-ce qu'ils font? Ils commencent à mettre le feu à la forêt. Pourquoi? Parce qu'ils ont, oui, à déforester, parce qu'ils ont besoin de champs, ils ont besoin d'espaces ouverts pour leurs troupeaux, pour leurs prairies, etc. Vous voyez, bon. Et puis dans les niveaux un peu au-dessus, on s'aperçoit que la forêt régresse. Autrement dit, les gens sont plus nombreux, la pression humaine sur le milieu se fait plus forte, etc. Et puis dans les niveaux du néolithique supérieur, alors là, il y a beaucoup moins d'arbres. Autrement dit, l'homme a déforesté, les troupeaux ont mangé une partie de la végétation. Vous voyez en quelque sorte comment, petit à petit, ce qui nous intéresse, c'est pas de chercher des objets, c'est de comprendre quelle a été l'emprise de l'homme sur le milieu. L'archéologie néolithique, c'est la recherche de l'anthropisation, c'est-à-dire de la pression humaine, beaucoup plus que les objets. Les objets, ils font toujours plaisir à l'archéologue, mais en fait, c'est pas la finalité. Et voilà, là on est autour de 5000, pratiquement toute la Méditerranée occidentale a été néolithisée. Vous voyez le cardial ici. Au Maroc, il y a un cardial. Alors le problème, vous voyez, je parle beaucoup des îles de l'Europe, je ne parle pas trop de l'Afrique du Nord. Pourquoi? Parce que la documentation est absente. Si vous voulez, il y a eu quelques fouilles en Libye, à Ouaftia, etc. Il y a eu des fouilles en Tunisie, en Algérie, etc. Mais il n'y a pas de données qui permettent de suivre, dès les débuts du néolithique, la progression d'une manière, en quelque sorte, aussi fidèle que ce qu'on a sur la rive nord de la Méditerranée. Au Maroc, toutefois, on a un néolithique ancien, dont voilà quelques vases, qui est très original. Alors, il y a un décor à la coquille, notamment, puis il y a des décors cannelés, etc. Ce qui a fait dire que souvent, le Maroc a été néolithisé, c'est-à-dire gagné au néolithique, par les côtes de la péninsule ibérique. Autrement dit, ils sont descendus par l'Espagne, ils ont passé Gibraltar, ils sont allés au Maroc. C'est pas très sûr, parce qu'en réalité, il a une allure très particulière, ce néolithique. Ce qu'on sait, c'est qu'au Maroc, dès le 6e millénaire, sans nul retard par rapport à l'Europe méditerranéenne, il y a déjà des gens qui cultivent et qui ont des troupeaux de moutons, de chèvres, etc. Alors, d'où sont-ils venus? On ne sait pas trop. Le problème de la néolithisation par la côte sud est un problème encore qui n'est pas tout à fait réglé scientifiquement. Et voilà, donc, voilà toute la Méditerranée pratiquement qui est passée des chasseurs-cueilleurs aux agriculteurs. Alors maintenant, ça va être un peu la seconde partie de mon exposé.
qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Parce que là, on est autour de 5000. Et le point final, j'ai dit, c'est 2000. Donc, il nous reste encore de la marge. Alors, je vais prendre quelques exemples, parce que sinon, je serai trop long. D'une part, ce qu'on voit se développer chez ces populations néolithiques, c'est le concept de nécropole. Alors, j'ai pris un exemple à Barcelone, où les morts sont regroupés dans une certaine partie de l'espace du territoire. Et jusqu'à présent, surtout au néolithique ancien cardial, on avait des sépultures individuelles. Là, on commence à voir de véritables nécropoles. Ce qui est intéressant aussi, c'est que les sépultures du néolithique ancien, en Méditerranée occidentale, souvent, avec les bons hommes, avec les squelettes, il n'y a pas de mobilier. Et nous, le mobilier, c'est intéressant, parce que si un bonhomme est très doté en mobilier, c'est qu'il avait probablement un statut important. S'il n'en a pas, c'est qu'il était de moindre statut. Et là, on commence à voir se développer des tombes. Là, j'ai pris le cas des tombes de la vallée de l'Èbre, vous voyez, avec des céramiques, avec des bracelets en coquillage, avec des colliers de coquillage, qui montrent que déjà, en quelque sorte, la parure était un élément de distinction sociale. On voit se développer aussi les figurines en Occident. Il y en a très peu dans le néolithique ancien. Dès qu'on arrive dans le 5e millénaire, dans le néolithique moyen, vous avez des figurines. Et là, j'ai pris l'exemple des figurines sardes de la culture de Bonu-Iguinou. On est vers 4500 à peu près avant notre ère. Vous voyez, c'est à la fois... là, on représente des femmes plantureuses. Bon, entre parenthèses, méfiez-vous de ça. Hein. À l'époque, quand il y a eu cette théorie sur le matriarcat qui a duré un siècle au moins, où on pensait que les femmes, en quelque sorte, représentaient la fécondité, la fertilité, la femme féconde, la terre fertile, donc il y a ce passage, en quelque sorte. On avait installé cette histoire du matriarcat. Le problème, alors, si vous prenez des femmes comme ça, qui sont bien enveloppées, vous pouvez dire, bon, c'est bien. Le problème, c'est qu'à la même époque, vous en avez qui sont complètement fluettes. Et si on avait voulu représenter la fertilité, on les aurait représentées enceintes. La plupart du temps, elles ont le ventre plat. Vous voyez? Bon. Donc, ces histoires de matriarcat ne sont pas démontrées par l'archéologie. Quand on est archéologue, il faut être carré un peu, vous voyez, sur les conclusions qu'on peut en tirer. Je l'ai dit il y a un moment, ce qu'on connaît aussi à ce moment-là, ce sont des nécropoles. Alors là, on est un peu plus tardif, c'est autour de 4000 à peu près avant notre ère. J'ai pris un exemple sarde, vous voyez, contemporain des figurines que vous venez de voir là, qui sont des espèces de coffres cernés de tumulus, de blocs de pierre ou de stèles. Là, j'ai pris un exemple ici des Pyrénées orientales, ici, vous voyez, avec des coffres entourés de caissons. Donc, vous voyez, on a déjà maintenant, à côté des villages, on a de véritables nécropoles, on a des cimetières, si vous voulez, qui correspondent aux habitants défunts du village. Et puis, toujours alors, des objets de parure, hein. Vous voyez, des perles, ou des sortes de masses d'armes, on appelle ça masse d'armes, on ne sait pas trop ce que c'est. C'était probablement manché, dans des manches à fonction, on ne la connaît pas trop. Et puis surtout, très important, la circulation des haches de prestige. Parce que si les haches étaient des objets à déforester, ces gens ont aussi fabriqué des haches qui étaient des haches d'apparat, des haches de prestige, qui étaient des haches cérémonielles, qu'on mettait dans les tombes des personnages importants, parce que la hiérarchie sociale commence à se faire sentir à ce moment-là. Et là, vous avez une hache qui vient de la région de Gérone, voyez. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une très grande circulation de ces haches. La plupart du temps, elles sont en roche alpine. Elles sont extraites de carrières qui sont dans les Alpes, et puis on les divulgue pratiquement à toute l'Europe. Donc, n'imaginez pas non plus que ces gens-là étaient des gens qui vivaient en vase clos, repliés sur eux-mêmes. C'est pas vrai. Ça circule énormément. Elles sont très structurées, ces sociétés. Alors, je vais prendre un autre exemple. C'est l'exemple des tombes en fosse de la région de Barcelone.
entre 4000 et 3500 avant notre ère, on a des cimetières de sépultures individuelles. Alors, vous avez un sujet qui est enterré avec, vous voyez, des céramiques autour de lui. Là, il y a probablement des objets lithiques. Vous allez en voir une autre. Voilà, alors, vous voyez, là, vous avez des lames d'obsidienne. Là, vous avez des nucléus de silex, etc. Alors, j'attire votre attention sur ceci. Vous voyez ces nucléus d'un silex blond? On est dans la région de Barcelone. Ils viennent du Vaucluse. Maintenant, on connaît très bien la provenance de ces matériaux. Donc, vous avez des courants de circulation qui amènent ces matériaux jusqu'en Catalogne. Vous avez ici des objets d'obsidienne. Cette obsidienne vient de Sardaigne. Donc, navigation, vous voyez, pas certainement directement, mais par la côte française, qui permettent ces grandes circulations en fonction des besoins des gens. Voilà également une autre tombe en fosse. Alors là, j'attire votre attention sur 2 points. Là, vous avez les céramiques, etc. Et là, vous avez un détail, c'est les perles de varicite. La varicite, c'est un minéral vert, parce que ces gens-là, ils étaient coquets aussi. Et puis, si vous voulez, le statut social pouvait se mesurer à la quantité des atours que vous aviez. Et alors, il se trouve qu'il y a, dans la région de Barcelone, des mines de varicite, à Gavà, qui est une petite ville à côté de Barcelone. Et ces mines, voilà des mines néolithiques. Ces mines ont été exploitées, les gens sont rentrés, ont créé des filons, etc. Ils ont recherché les passages de varicite verte, ils ont extrait, et ils en ont fait des colliers. Et alors ces colliers, voilà des colliers de varicite. Et ces colliers, ils ont été expédiés en partie dans la péninsule ibérique et dans le sud de la France. Alors voilà par exemple un collier qui vient de Pompignan, dans le Gard, qui est un collier de varicite, on a fait faire les analyses, qui viennent des mines de Gavà de Barcelone. Donc vous voyez, ces grands circuits, évidemment, qui caractérisent le néolithique jusque vers 3500 avant notre ère. Alors maintenant, on va passer à la dernière partie, c'est-à-dire 3500, 2000 en gros. Et la Méditerranée change à ce moment-là complètement d'allure. D'une part, à partir de 3500-3000, à l'est, l'histoire commence. Ici, vous avez, à partir de 3500, ce qu'on appelle le prédynastique en Égypte, qui sont des cultures qui vont rapidement donner naissance aux premières dynasties et puis à l'ancien empire égyptien. Vous avez ici, en Mésopotamie, la civilisation d'Uruk, à peu près à la même époque, et en même temps, c'est les débuts de l'écriture, là, autant en Égypte qu'en Mésopotamie. Vous voyez? Bon. Et puis, dans toute la zone intermédiaire, ici, au contact de ces civilisations, vous avez ce qu'on appelle le bronze ancien, c'est-à-dire le début de l'âge du bronze, avec des sites qui sont déjà des sites socialement, je dirais, dont la société est déjà plus élaborée que celle qui résiste encore en Occident. Et par contre, en Occident, vous avez encore le néolithique. Vous voyez, vous avez une diffusion qui continue de se maintenir, un changement entre l'Est et l'Ouest. Et alors, ce néolithique, on l'appelle chalcolithique en Occident, souvent, chalcolithique, cuivre et pierre, parce que on commence à connaître le travail du métal. Alors, en Orient, bien sûr, bien avant, mais là, on commence à le connaître, essentiellement le travail du cuivre. Alors, on va jeter un coup d'œil à ces 2 grandes parties. En Orient d'abord, alors je vais prendre un exemple qui est bien connu, c'est l'exemple de Troie, la ville de Troie. Vous avez ici, alors là on est au 3e millénaire avant notre ère, on est entre 3000 et 2500 en gros avant notre ère. Vous avez une reconstitution faite par nos collègues allemands. Vous avez la partie haute du village ici, vous voyez, qui était la résidence de l'élite, bien entendu, parce que à ce moment-là, vous avez des différences sociales qui sont très marquées. Là, vous avez l'élite, et puis en bas, vous avez le commun, le peuple, oui, ici. Et vous voyez cette espèce de rampe qui est ici, là, je l'ai photographiée, elle est là. Voilà ce qu'il en reste aujourd'hui, bien entendu. Ça, c'est les vieilles fouilles de Schliemann, qui ont été ensuite complétées par les fouilles allemandes aussi. Les différences sociales s'affichent dans les tombes, à l'est. Alors là, j'ai pris 2 ou 3 exemples. D'une part,
cette tombe, on appelle ça une tombe royale. On ne sait pas, il n'y a pas de texte qui on dit. Mais les défunts qui étaient là-dedans étaient tellement bien dotés. Vous avez des épées, vous avez tout un lot d'épées ici, vous avez des bâtiments, des récipients en cuivre ou en bronze, vous avez beaucoup de céramique, etc. Voilà. Ces deux choses-là viennent de tombes d'Al-Djaouyou. C'est sur le plateau anatolien. Alors, ces espèces de cerfs, là, ou d'enseignes, probablement, on devait les mettre en haut de pique et on devait les promener lors de processions. C'est une hypothèse parce qu'on n'a pas mieux. Et ceci, là, ça vient de la ville de Troyes. Je vais ouvrir une parenthèse, là. Troyes. Quand Schliemann a fouillé à Troyes, Schliemann, c'est une des premières fouilles qui a été faite. Ça, il y a les Franco, à l'époque, ils ne fouillaient pas au pinceau, les bons hommes, c'était avec des ouvriers, etc. Bon. Il est tombé sur un trésor. Et il a cru, Schliemann, qu'il était tombé sur les trésors liés à la guerre de Troie, qui est datée, si elle a existé, et qui est datée vers 1200 avant notre ère. Il a pris ce trésor et il était marié avec une Grecque. Et il a paré sa femme de ce trésor, il a dit « Hélène ». Parce que vous savez qu'Hélène, c'est pour elle que Ménélas et Agamemnon étaient allés se battre à Troie. Non, en réalité, ce dépôt, il est beaucoup plus ancien. Il est du 3e millénaire. Et en mer Égée, on a toute une série de circulations à ce moment-là. On est dans ce premier âge du bronze qui est très intéressante entre la Grèce, les Cyclades, la Crète et l'Asie mineure. Alors, on a toute une série d'objets qui circulent là. Ces objets, c'est souvent des céramiques. Alors, il peut y avoir des saucières, comme ça, on appelle ça des saucières, ça aussi, des saucières en or, ou des salières, vous voyez, en or. Ça peut être des espèces de petites étuis, comme ceci. Ça, c'est ce qu'on appelle les poêles à frire. Ça ressemble à une poêle à frire. C'est probablement des céramiques cérémonielles. Alors, je ne sais pas si on ne le voit pas très bien. Vous avez un bateau qui est représenté ici avec des rameurs. C'est très schématique. Hein. Et puis, vous avez là un sexe féminin triangulaire caractéristique. Vous voyez tous ces objets, et notamment là, ces espèces d'amphores, les dépasses, qui sont ces objets, ces grandes céramiques tulipiformes avec des anses très, très larges. La métallurgie est très, très développée aussi à cette époque-là. Alors là, on est toujours dans la métallurgie des Cyclades, vous voyez, avec des pointes de javelot, des restes de poignards, des diadèmes, etc. Bien. Et puis, il faut savoir aussi qu'à partir de 3500 avant notre ère, il y a des modifications qui se produisent sur le plan économique et technique. C'est-à-dire que jusqu'à présent, on mettait le feu à la forêt, on travaillait le sol à la houe, etc. Mais petit à petit, des inventions apparaissent. Il y a la métallurgie, mais il n'y a pas que la métallurgie. Vous avez le travail des champs désormais à l'arrière, c'est-à-dire invention du joug, invention de l'attelage, invention de cet instrument qui est l'ancêtre de la charrue, voyez. Alors là, j'ai mis une représentation du Mont Bégaud et là une représentation du nord de l'Italie pour montrer ces bovins attelés, voyez ces bovins attelés, avec le laboureur qui, en quelque sorte, tient le manche de l'arrière. Voyez, l'arrière sert à arracher les mauvaises herbes, pas, et puis il peut servir à semer aussi. Ce qu'on connaît aussi, apparaît à ce moment-là les premières roues, les premiers véhicules à roues. Parce que jusqu'à présent, hein, pour charrier, bon, c'était à main. Et là, on commence à avoir des véhicules qui peuvent circuler. On n'en connaît pas bien dans la zone méditerranéenne. Hein. On les connaît à partir du 3e millénaire en Crète, en Grèce, et on en connaît un certain nombre, mais pas dans l'Europe méditerranéenne, dans l'Europe lacustre, parce que c'est conservé dans les sites lacustres, bien entendu, ou en Europe du Nord. Alors en Méditerranée occidentale, on voit apparaître aussi le premier métal. Là, vous avez les restes d'un poignard en cuivre, et à côté, vous avez le silex, un poignard en silex, avec des pointes de flèche en silex. C'est-à-dire que le silex, qui était la roche essentielle, évidemment, pour fabriquer les outils, etc., commence à être concurrencé
par les premiers objets de métal, par les premiers objets de cuivre. Et il y a une espèce de compétition qui fait que c'est à ce moment-là, peut-être, que les préhistoriques ont réalisé les plus belles choses en silex, c'est-à-dire qu'ils ont essayé de lutter, en quelque sorte, pour résister à la concurrence du cuivre. 5 minutes. Si vous voulez. Alors là, D'accord. Allez, 10 minutes. J'ai fait les 2 tiers. Ça va. Ah non, pardon. Vous savez que la mairie, ils sont très sévères. Alors, à 22h. Alors, 10 minutes. Alors. C'est le monde, en même temps, des sépultures collectives. Autrement dit, les sociétés s'organisent en Méditerranée occidentale sous une forme où la famille, la communauté prend beaucoup de place. Et on trouve ça à travers les tombes collectives. Vous voyez, vous avez en bas là une tombe collective d'un hypogée de France. Il a 6 mètres de long sur 2 ou 3 de large. Il y a 350 bonhommes qui étaient enterrés là-dedans. Merci. Autre exemple, ces tombes collectives, les grands hypogées, les grandes tombes d'Arles, les hypogées de Fontvieille. Je vais au pas de course. Bon. Ensuite, voilà d'autres types d'hypogées au Portugal. Vous voyez, les hypogées ont des formes différentes selon les régions, bien entendu. Chaque région s'originalise par un type architectural particulier. C'est aussi le moment des grands mégalithes en Occident. Pas les mégalithes de l'Ouest, de Bretagne, qui sont plus anciens, mais les mégalithes du monde méditerranéen sont des mégalithes qui remontent tout au plus à 3500 avant notre ère. Alors, ces mégalithes-là, entre le Rhône et le Quercy, vous avez 3000 dolmens. Bon, 3000 dolmens. Alors, ce sont en général des petits monuments. Dans la plaine de l'Aude, vous avez de très grands monuments, comme le monument des Fades à Pépieux, ou le monument de Sainte-Eugène à Lorme-Minervois. Et l'Espagne se caractérise, notamment dans le sud, par des monuments extraordinaires, comme ici la Cueva de Menga à Antequera, qui est un monument absolument extraordinaire. Les tables de couverture ont 6 mètres de long, visible, c'est-à-dire que la partie qui s'enfonce, qu'on ne connaît pas, est encore plus grande. Donc vous voyez, des architectures qui sont très élaborées. Et parmi ces architectures les plus élaborées, en Espagne toujours, il y a les fameuses tolos, qui sont des monuments construits en pierre sèche. La plus belle, c'est celle-là, la Cueva del Romeral, qui a 3 ou 4 mètres de haut, vous voyez, toute construite en pierre sèche, avec un couloir d'accès. La péninsule ibérique aussi, c'est un endroit privilégié à cette époque-là, entre 3000 et 2005. C'est là qu'apparaissent des grands monuments, ce qu'on appelle des mégasites. Et le plus grand de ces mégasites, vous voyez, là, on a passé Gibraltar, on est sur l'océan Atlantique, Séville est par là, et là, vous avez une sorte de préfiguration préhistorique de Séville, qui est le site de Valencina de la Concepción, qui est un site dont vous avez les limites ici marquées en noir. Vous voyez ? Bon. Il est sous une ville et il y a tout un site archéologique. Le site fait plus de 400 hectares. C'est unique en Méditerranée occidentale. Et vous avez d'autres sites qui sont autour de 100, 150 hectares dans cette région. Et alors, dans cette région, évidemment, pour gérer une population comme ça, il faut une élite, il faut des dominants. Ces dominants, souvent, ils s'enterrent dans des tolos. Là, vous avez une tolos, c'est-à-dire un monument avec un très long couloir d'accès. Les couloirs, ils peuvent faire 40 mètres de long. Voyez ? Vous débouchez dans une petite chambre circulaire, qui est la chambre... Et souvent, même, il y a une petite chambre latérale. Voilà, par exemple, la fouille du couloir de la tolos de Montelirio, vous voyez ? Et dans cette tolos, alors, vous savez ce qu'on a trouvé ? On a trouvé des femmes enterrées. Alors, vous voyez que les parois de la chambre mortuaire sont peintes en rouge. C'est fait au cinabre. Ces femmes aussi, elles sont, voilà la reconstitution de l'une d'elles, elles se maquillaient au cinabre. Résultat, le cinabre, c'est un poison, c'est du mercure. À 20-30 ans, elles étaient mortes. Donc, ces femmes qui sont là, dans cette tombe, sont jeunes. C'était probablement des prêtresses. Et elles ont inhalé du cinabre et elles en sont mortes. Et même là-dedans, il y avait une hiérarchie. Alors la plus titrée, si je puis dire, c'est celle-là. Elle porte une tunique qui est faite avec des petites perles en coquillage. Il y en a des milliers et des milliers, il a fallu faire pour fabriquer sa tunique.
elle a des colliers de perles en ambre qui viennent de Sicile. Et puis, dans un site à côté, dans une autre Tolos, on a trouvé ce poignard qui est un cristal de roche. Alors, tailler le cristal de roche, c'est coton. Hein, et cette pièce est unique pratiquement dans toute l'Europe de l'Ouest. Et surtout, le manche était en ivoire. Ivoire d'éléphant d'Asie. C'est-à-dire que pour utiliser ce matériau, il y a d'autres sites en Espagne du Sud où on trouve cet éléphant, ce matériau, il est venu soit d'Égypte, soit du Proche-Orient, n'est-ce pas, en suivant probablement une route maritime ou terrestre le long de la Méditerranée. Je vous dis ça, ça vous donne la puissance sociale qu'avaient les commanditaires du sud de la péninsule ibérique pour faire venir sur des milliers de kilomètres les matériaux qu'on leur mettait en équipement dans leur tombe à leur décès. Et d'ailleurs, souvent, il y a des flèches aussi qui accompagnent ces gens. C'est inutilisable, ça. Hein. Essayez de le mettre, ça casse de suite. Donc, c'est purement cérémoniel, vous voyez ces trucs-là, et c'est des objets de prestige qui sont destinés aux sépultures. Ce que l'on voit aussi apparaître, alors plus généralement, en Méditerranée de l'Ouest, je vous l'ai dit, c'est le développement des armes à cette époque-là. Soit pointe de flèches très variées, soit des poignards. Alors, pourquoi ? Il y a la parade sociale, bien entendu. Mais il y a aussi, très probablement, le fait que ces sociétés étaient violentes. Il y avait évidemment des conflits entre elles, entre communautés. Alors, j'ai pris un exemple qui est bien connu, c'est celui d'Ötzi, et l'homme des glaces, 3200 avant notre ère, retrouvé dans les Alpes austro-italiennes. Vous voyez, bon. Et ce personnage, bon, on a dit il est mort de froid, etc. Puis, dans un second temps, on s'est aperçu qu'il avait été tué, il y avait une flèche dans l'épaule. Bon. Avec son outillage, qui comprenait évidemment un petit poignard, couteau, avec son petit carquois, là, le carquois de flèche avec les flèches et l'arc, et puis cette hache dont la partie fonctionnelle est en cuivre. Et de ces guerres, on a des représentations, en Espagne en particulier, dans l'art dit du Levant espagnol, où vous avez l'arme reine, c'est l'arc, et à ce moment-là, vous avez des représentations de combats d'archers. Vous voyez, ici, ces deux clans qui se tirent dessus, qui s'envoient des flèches, là. En voilà un autre cas de figure, etc. Ce qui est intéressant aussi, à cette époque-là, c'est la grande variété des formes de maisons, d'habitat en Méditerranée occidentale. Vous pouvez avoir des maisons, alors ça c'est ma fouille de Trasano en Italie du Sud, on est ici vers 2500 avant notre ère. Vous voyez des maisons circulaires avec des trous de poteaux en périphérie, et puis les deux poteaux centraux qui supportaient évidemment le fait de la charpente. En Italie du Nord, vous avez des grands bâtiments qui font une cinquantaine de mètres de long, qui sont rectangulaires. Vous voyez, on a les trous de poteaux. Les trous de poteaux nous permettent, et puis les poteaux centraux qui nous permettent de restituer la morphologie de ces maisons. Dans le midi de la France, dans la région de Montpellier, vous avez pris l'exemple de Cambous, au nord de Montpellier, vous avez de gros villages en pierre sèche, avec parfois de très grandes maisons. Ce que vous avez en bas, c'est une restitution, évidemment, ethnographique, moderne, pour donner une idée aux visiteurs de la forme des maisons néolithiques. Allez, attendez, j'arrive au bout. Laissez 3 questions. J'arrive au bout. D'accord. Dans le sud de la péninsule ibérique, les sites sont souvent ceinturés. Alors, les maisons peuvent être des maisons circulaires, mais vous avez surtout des enceintes de pierre avec des sortes de bastions. Vous voyez là, vous avez l'enceinte, il y en a plusieurs, il y a 5 enceintes successives, concentriques. C'est le site de Los Millares, bien connu. Vous voyez ce genre de bastions. À l'époque, on pensait que c'était des bastions qui avaient été influencés par l'Égée. C'est pas vrai, c'est vraiment du local. Et dernier point, c'est que ce mégalithisme, c'est pas simplement qu'un mégalithisme de tombe, de sépulture.
ça peut être aussi un mégalithisme cultuel. Et c'est le cas à Malte. Donc vous avez l'exemple ici, où vous avez des monuments mégalithiques qui sont des temples. Ça n'est pas des tombes, ça n'est pas des habitats, c'est des lieux de culte, des lieux cérémoniels. Voilà par l'exemple de Gigantia, sur l'île de Gozo. Ce que vous voyez là, en réalité, ça a 6 mètres de haut. Mais à l'origine, la façade, elle faisait 12 mètres de haut. Il faut toujours reconstituer dans la tête voilà, par exemple, ces temples de Malte, bien connus. Bien. Dernier point, les représentations, les statues. Alors, j'ai pris l'exemple évidemment des statues menhirs du midi de la France, qui nous permettent d'avoir un codage social. C'est-à-dire, là, vous avez un homme. Pourquoi un homme? Parce qu'il est représenté par les armes. Les hommes s'attribuent les armes, c'est-à-dire la chasse, la guerre, ce qui donne du prestige. L'arc, la flèche, une hache, cet objet qu'on a, parce que c'est un poignard, mais personnellement, je ne suis pas sûr. Et les femmes, elles, qui sont à la fois dans la représentation du corps, dans l'intimité, n'est-ce pas, ou dans la séduction, avec les colliers. Voilà d'autres représentations dans le Méditerranée. Eh bien, ces belles civilisations de la Méditerranée occidentale, vers 2500-2000 avant notre ère, elles vont disparaître. Elles vont disparaître, on va voir se développer un complexe qu'on appelle la civilisation du vase campaniforme, campana en espagnol, c'est-à-dire cloche. Vous voyez, ces vases caractéristiques ont une forme de cloche renversée, campaniforme. Et alors, vous avez ici la représentation, la diffusion en Europe de ces premiers campaniformes. Ces gens-là, ils ont du cuivre, ils ont des poignards en cuivre, ils ont des pointes de javelot en cuivre, ils ont des brassards d'archers, comme vous avez un exemple ici. Et ces gens-là vont développer un mode de vie individualiste, pas un mode de vie, une façon de concevoir l'individu, si vous voulez, qui fait que petit à petit, les structures de toutes ces cultures néolithiques, qui étaient des structures communautaires, familiales, où les liens de parenté jouaient, vont céder la place à une autre forme de société où le mérite individuel, en quelque sorte, sera valorisé. Ouf! Merci beaucoup. On va discuter de la communauté recommencée. Merci beaucoup à Jean Guilaine. Donc, comme ça va être la fin, il reste 5 minutes, donc je propose qu'on prenne 3 questions dans la salle. Oui. Peut-être quelqu'un peut faire passer le deuxième micro. Voilà, donc, qui c'est qui veut poser une question? Monsieur, ici. J'ai les lunettes. Ah non, j'ai donné la parole à monsieur d'abord, là. Excusez-moi, mais il faut... Alors, allez-y, et puis madame. Il faut que ce soit... Non, moi je voulais savoir, vous n'avez pas parlé de la Corse. La Corse. Alors la Corse. Mais la Corse, elle est néolithisée avec ce courant d'origine italienne qui part d'Italie du Sud. Vous voyez, on a la partie la plus ancienne du néolithique est toujours mal connue en Méditerranée occidentale. Mais il y a 2 sites, en Corse au moins, qui appartiennent à cette phase qu'on peut dater vers 5008-5006. Ensuite, vous avez le relais de la culture cardiale à partir de 5000, etc. Bon. Et puis vous avez un néolithique qui se développe. Or, la Corse, elle a surtout développé de belles fouilles, des choses, au cours de l'âge du bronze, avec ce qu'on appelait le tauréen, c'est-à-dire ces sites comme Filitosa, etc. Et notamment les fameuses statues, vous savez, avec les épées, etc. Les épées, d'ailleurs, sculptées, dont on n'a jamais retrouvé un exemplaire dans les fouilles archéologiques, mais qui, de mon point de vue, d'après la morphologie, serait plutôt à rapprocher d'épées qu'on connaît en Égée dans le monde mycénien à la même époque. Voilà pour la Corse.
Madame, C'était pour vous donner l'occasion de terminer en fait sur la civilisation dont vous parliez. Pourquoi est-ce que vous dites effectivement qu'on est sur une ère plus individualiste à ce moment-là? Parce que, alors ça, je vais être un peu pointu peut-être là. Les gens de la fin du néolithique, je vous dis, s'enterraient dans des tombes collectives, des dolmens, des hypogées, etc. Les campaniformes, ceux qui sont en Europe, vous voyez, en Europe centrale ou en Europe du Nord, ils s'enterrent dans des sépultures individuelles. Et ce que l'on retrouve dans les régions du Midi, où il y avait déjà des sépultures collectives, souvent, où ils s'enterrent dans des sépultures individuelles, ils sont en train de rompre avec le modèle culturel précédent, ou ils s'enterrent dans les tombes collectives, mais à part. Autrement dit, ils font à l'individu une place particulière. Ce qui nous laisse penser qu'effectivement, il y a une rupture, si vous voulez, dans les rites funéraires, qui correspond à une rupture d'ordre social. alors c'est presque là une dernière question. Il y en a deux. Alors, monsieur. J'ai eu, j'ai eu l'occasion de participer à la mise en valeur d'un dolmen à Villeneuve-Minervois, ainsi que sur la Larique et alors. Un peu de force. Ainsi que sur la Larique. J'ai eu l'occasion de participer à la mise en valeur d'un dolmen à Villeneuve-Minervois. Et ainsi qu'alors, et ici, il se trouve que les dolmens, ils sont pas du tout valorisés, ils sont même inclus dans des propriétés privées. Est-ce que c'est normal? Oui. Le dolmen, vous en avez partout. Vous pouvez l'avoir dans le domaine public, dans le domaine privé, etc. Le dolmen de l'or, c'est moi qui l'ai restauré. Bon, le dolmen de l'or, il est dans une propriété privée. Alors là, ça se passe bien avec le propriétaire. Ailleurs, si le propriétaire veut vous mettre dehors, il peut vous mettre dehors. Puisqu'en France, nous avons un droit de propriété inaltérable qui fait que c'est comme ça. Il faut changer la loi. Il y en avait un second ex aequo en même temps, je n'ai pas vu qui. Oui. Le niveau de la mer a varié, mais si vous voulez, vous savez qu'au maximum, Juremier, la mer était descendue de 520 mètres à peu près. Et puis petit à petit, avec le réchauffement post-glaciaire, la mer est remontée. Mais au début du néolithique encore, le niveau était beaucoup plus bas. Alors moi j'ai eu l'occasion de travailler sur le site de Leucate, dans l'Aude, où vous avez un site du néolithique ancien, on n'a pas retrouvé exactement, mais qui est peut-être à 3 ou 4 mètres dans les temps. Le site, vous voyez. Autrement dit, les néolithiques, de temps en temps, quand ils voyaient la mer, le niveau monter, ils étaient obligés de déguerpir dans des régions plus vers l'intérieur des terres. C'est sûr que la géographie des populations du néolithique, a fortiori celles plus anciennes qui les ont précédées, était complètement différente de celle d'aujourd'hui, bien entendu. Puis le niveau de la mer a continué de monter après le néolithique, pour se stabiliser, on dit, au cours de la protohistoire, quoi. Mais tout en bougeant quand même. Voilà, c'est le mot de la fin, ô combien d'actualité. Donc, Oui. Merci beaucoup, Jean-Claude. On remercie aussi la municipalité et l'assistance. Donc, notre grand technicien Vivien Laine a tout filmé et un de ces jours, ça sera sur Internet. Et donc, vous pourrez consulter d'ailleurs toutes les conférences qu'il y a eu aujourd'hui, demain et après-demain. Merci beaucoup et bonne soirée. Merci.